Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous. L'Aquarius est arrivé à quai. Le bateau de l'ONG SOS Méditerranée est entré dans le port espagnol de Valence vers 10h30 ce matin. Le débarquement des migrants a commencé. Une opération millimétrée, nous expliquera notre envoyé spécial Marie Bolinches. Brésil-Suisse, coup d'envoi du match événement dans un peu plus de 7 heures maintenant. Alors qu'est-il permis d'espérer côté suisse? Comment battre Neymar? On en parle dans notre page spéciale mondiale avec nos invités, Véronice de Abreu, directrice du Centre culturel brésilien de Genève, et Bernard Chalande. Et puis rencontre avec deux femmes, chefs de chœur, et pas n'importe quel chœur, des chœurs d'hommes. Reportage lors des rencontres internationales au Sentier ce week-end. L'Aquarius est donc arrivé à Valence il y a un peu plus de 2 heures. Il faisait route avec 2 autres bateaux. Les 630 migrants à leur bord ont commencé à débarquer. L'Aquarius avait été empêché d'accoster en Italie, puis à Malte, avant que l'Espagne ne donne son feu vert. C'est la fin d'un périple de 7 jours en Méditerranée. Steven Mossa. Après une semaine en mer, le navire humanitaire Aquarius entre dans le port de Valence. La fin d'un périple de 1500 km pour les migrants à bord, sauvés le week-end dernier au large de la Libye. C'est à l'aube que le premier des 3 navires atteint la côte espagnole. À peine amarrés, les équipes médicales montent dans le navire pour réaliser un premier examen avant de laisser les 274 migrants descendre sur la terre ferme. Les autorités espagnoles vont examiner leur situation au cas par cas. Un dispositif exceptionnel est mis en place pour les accueillir, avec 1000 bénévoles mobilisés. Ils vont recevoir du confort, comme on appelle ça. Et ce confort consiste en des kits hygiéniques, des kits alimentaires, tout le nécessaire pour qu'ils se sentent plus confortables après toutes ces semaines d'épreuves, de chaos et de besoins. Au total, ce sont 629 migrants qui débarquent aujourd'hui en Espagne, dont 7 femmes enceintes. Une arrivée très médiatisée avec 600 journalistes accrédités. Les 250 derniers migrants doivent encore arriver à bord d'un navire militaire italien. Bonjour Marie Bolinches, ils sont juste derrière vous, ces 2 premiers bateaux. Débarquement des migrants millimétrés. Effectivement, je ne sais pas si vous pouvez le voir derrière moi, mais les passagers de l'Aquarius sont en train de débarquer. On a pu entendre, même ici, nous sommes à 200 mètres d'eux, des applaudissements. C'est effectivement un très gros dispositif, mais une opération millimétrée extrêmement bien huilée. Je vous rappelle qu'ici, il y a 2300 personnes qui sont chargées d'accueillir l'Aquarius et les 2 frégates italiennes. Il y a des membres de la Croix-Rouge, il y a des médecins et des policiers. Chaque réfugié passe un entretien de 15-20 minutes avec les fonctionnaires de l'immigration. Et on l'a appris aujourd'hui, eh bien, la France va, dans les jours qui viennent, envoyer des fonctionnaires de l'Office de protection des réfugiés afin de faire venir ceux qui éventuellement relèveraient du droit d'asile et souhaiteraient s'installer en France. En tout cas, selon ce que nous ont dit aujourd'hui les porte-paroles de l'organisation SOS Méditerranée, ces réfugiés sont soulagés, mais ils sont aussi épuisés et extrêmement choqués. Et puis surtout, ils ne savent pas ce qui les attend dans les prochains mois. Merci Marie Bolinches. C'est une première en Colombie. La gauche est présente au second tour de l'élection présidentielle face à un candidat conservateur. L'ancien guerriero Gustavo Petro affronte Iván Duque, un proche de l'ancien président Uribe, qui veut revenir sur l'accord de paix conclu avec les FARC. Marie-Émilie Catier. D'un côté, Iván Duque, conservateur, arrivé en tête du premier tour et favori des sondages. De l'autre, et pour la première fois lors d'un second tour d'élection présidentielle, un représentant de la gauche colombienne, Gustavo Petro, radical et ancien maire de Bogota. Au milieu, le processus de paix engagé avec les FARC par le président colombien sortant, Juan Manuel Santos. Pour mettre fin à un conflit vieux de 50 ans, un accord a été trouvé entre les rebelles et le gouvernement colombien en 2016. En échange du dépôt des armes, les anciens rebelles étaient assurés d'avoir 10 élus au Congrès pendant 8 ans. Un accord qui a valu à Juan Manuel Santos le prix Nobel de la paix, mais qui est jugé inadmissible pour le candidat de la droite conservatrice, Iván Duque. Le politicien de 42 ans a largement orienté sa campagne autour d'une révision de cette entente avec les FARC et d'une vision économique libérale. A l'inverse, Gustavo Petro entend préserver l'accord et engager la Colombie sur la voie de la transition énergétique. Les Colombiens vont donc devoir trancher entre 2 visions opposées de l'avenir de leur pays. Ils sont appelés aux urnes des quelques 11 230 bureaux de vote que compte la Colombie.
Nous passons à la presse de ce dimanche. Brésil-Suisse, le match de ce soir est partout. Des maillots rouges à croix blanche à la une de tous les journaux. L'NZZ se base sur les statistiques de jeu pour affirmer que la Suisse est meilleure. Nous ne pouvons que gagner, assène le Sonntagsblick qui consacre 22 pages à l'événement. Et la Sonntagszeitung en rajoute une couche, mit breiter Brust, comprenez gonflé à bloc. Le journal zurichois explique pourquoi la Suisse peut battre le Brésil. Et on va y revenir nous aussi bien entendu dans notre page spéciale mondiale dans un instant. Très présent aussi dans la presse, Ignacio Cassis, qui a récemment agité la berne fédérale avec ses déclarations sur l'aide aux Palestiniens et sur les mesures d'accompagnement à la libre circulation des personnes. Aujourd'hui, le Matin dimanche révèle que le Conseil fédéral a fait corriger un rapport sur le développement durable qu'il jugeait trop critique sur la politique suisse. Cette attaque contre Urs Schwaller, le président passif, titre la Sonntagszeitung. Selon le journal zurichois, le fribourgeois, président du conseil d'administration de la Poste, était au courant de la surfacturation chez Carpostal depuis août 2016 et il n'aurait rien fait pendant plus d'une année. Et enfin, au Tessin, premier bilan de la loi anti-burqa qui interdit de se dissimuler le visage. 11 procédures ont été ouvertes cette année, mais aucune à l'encontre d'une femme voilée. 10 concernent des hooligans. Et la 11e touche un admirateur du super-héros Deadpool qui est venu masqué à la première du film à Lugano. Voilà pour cette revue de presse préparée avec Nicolas Rosset. Les sécateurs Felco. Nous avons déjà tous tenu un de ces sécateurs en main. C'est l'un de ces objets qui font partie du quotidien. Ils obtiennent désormais le rang d'icône du design. L'entreprise neuchâteloise vient de remporter le Grand Prix suisse du design. Mathieu Pliguer, Julien Guillaume. Il coupe, il taille les jardins et vignobles du monde entier depuis 70 ans. Il est très maniable et puis il fait pas mal au poignet. On n'attrape pas des tendinites. D'habitude, ce sécateur est plutôt exposé dans des foires agricoles. Mais mardi à Bâle, Felco a reçu le Grand Prix suisse de design. C'est la première fois que cette distinction est remise à une industrie. Pour son approche visionnaire à la création d'outils, son engagement à la production de qualité et pour le souci de durabilité qui va à l'encontre de l'obsolescence programmée. C'est bien loin de cet univers mondain, au milieu de la campagne neuchâteloise, qu'on fabrique ces sécateurs depuis 1945. Nous avons un plan du Felco 2 qui est en fait l'outil qu'on fabrique, qu'on produit depuis 1948, qui a exactement 70 ans. Pierre-Yves Perrin est le petit-fils du fondateur de cette entreprise familiale. Au sortir de la guerre, son grand-père, mécanicien de formation, va révolutionner le sécateur. Au départ, mon grand-père avait le souci principal de créer un outil qui soit léger, maniable, ergonomique, durable, donc muni de poignées en aluminium léger, ce qui faisait vraiment le caractère révolutionnaire de l'outil pour l'époque. Et depuis, c'est une success story. Ce sécateur est aujourd'hui le plus vendu dans le monde, le plus copié aussi. Un instrument agricole devenu objet emblématique du design suisse. Au même titre que le Bamix, le couteau suisse, le Fix Pencil ou encore l'éplucheur Rex. Dans ce panthéon des objets helvétiques, il y a des signes distinctifs. Une forme d'intelligence, une forme de durabilité, et puis je pense, bien sûr la fonction, mais c'est toujours une fonction accompagnée d'une forme tout de même. Et je pense que le design suisse se particularise avec ce genre d'approche. C'est précis, c'est souvent petit, ça fonctionne et ça fonctionne longtemps. Au pays de l'horlogerie et du travail bien fait, le design industriel est aujourd'hui plus vivant que jamais. Et nous en venons à l'événement sportif de ce dimanche, l'entrée en liste des Suisses à la Coupe du Monde. Et face à quelle équipe? Le Brésil, l'immense Brésil. Avant d'entrer dans le vif du sujet, vous donnez ce résultat. Il y a déjà eu 8 matchs tout de même. Et la Croatie s'est imposée 2-0 face au Nigeria. Un match sans grand spectacle. Les joueurs croates n'ont pas eu à forcer leur talent. Le premier but leur a été offert à la 32e minute par le Nigérian Etebo, auteur d'un autogol. C'est Luka Modric, la star du Real Madrid, qui tire le corner, transformé par le camp adverse. Le 2-0 tombe sur un pénalty en deuxième mi-temps. Luka Modric trouve les filets et offre à son équipe un premier succès. Bienvenue en Russie. Voilà, pour la Croatie et le Nigeria, la Suisse et le Brésil maintenant. Bonjour Pierre-Alain Dupuis. Bonjour, oui, c'est le grand jour. Excitation énorme avant ce choc Suisse-Brésil. Excitation partagée par nos invités. Véronice de Abreu. Bonjour. Bonjour, directrice du Centre culturel brésilien de Genève, reine de carnaval, fan de foot. Et Bernard Chaland, on ne le présente plus en Suisse, 40 ans, entraîneur au plus haut niveau. Il fallait commencer par le bas de l'échelle, mais il est toujours là. Merci Bernard d'être avec nous. Première question à vous, Véronice. Au Brésil, quelle est l'attente de cette Coupe du Monde
On espère être champion du monde? Oui, bien sûr, comme toujours d'ailleurs, hein. Ce n'est pas une nouveauté. Mais c'est vrai que la dernière Coupe du Monde, on a eu des mauvaises expériences à la fin. Donc là, l'attente, elle est quand même plus élevée, supérieure à la précédente, parce que c'est une question de fierté aussi. Il faut absolument gagner. Et nous sommes très bien préparés. On est très confiants avec notre entraîneur Tite. Oui. Et l'équipe actuelle avec Neymar, qui s'est super bien récupéré de son opération. On va en parler. Nous restons positifs. On connaît la Suisse, on a peur de la Suisse? On a beaucoup de respect. Les Brésiliens qui sont ici, déjà, on est partagés parce que voilà, c'est notre deuxième pays quand même. Ouais. Donc aujourd'hui, on est partagés. Si le Brésil gagne, la Suisse gagne, on sera content de toute façon. Bernard, ce match, c'est pas un match comme un autre. Hein. On ne joue pas contre le Liechtenstein, c'est le Brésil. Faut-il avoir peur ou au contraire, cela peut-il galvaniser l'équipe? Non, on ne peut pas avoir peur. On ne doit pas avoir peur. La Suisse doit vraiment prendre cet événement-là comme quelque chose d'exceptionnel. Et ça doit être une motivation encore plus grande. Et pour moi, il n'y a aucune pression négative sur ce match-là. Bon, il y a un nom qui revient en tout cas depuis le début de la discussion, c'est Neymar, évidemment, joueur star du Brésil. Alors, son coach prétend, lui, qu'il n'est pas tout à fait remis, qu'il n'est pas à 100%, mais enfin, la question se pose pour les Suisses, comment le battre? Voilà, Éric Jacquin et Christophe Serf, sur place, ont tenté de répondre à cette question. Voici l'héritier des Pelé, Zico et autres Ronaldo. Dans la Seleção, il est l'homme par qui le danger peut venir à chaque instant. Tout le monde le connaît, l'étudie, mais pas facile de trouver la solution parfaite contre lui. On prépare pour les autres aussi des vidéos individuelles qui permettent à un autre joueur de comprendre un peu une minute quelles sont les préférences des joueurs qui vont affronter. Donc c'est vrai que Neymar, on le connaît bien, on le voit à la télé, on le regarde, mais on ne sait pas forcément les mouvements qu'il aime faire. Donc si on regarde 2-3 minutes de vidéos uniquement de ses mouvements, on retrouve des constantes, des choses qu'il préfère faire. On n'en saura pas plus, à part peut-être que les Suisses ne seront pas trop de 11 en partant du gardien à avoir un œil sur lui. Mais même collectivement, c'est compliqué. Les Croates peuvent en témoigner, eux qui n'ont pas su stopper l'artiste, qui sortait pourtant de 3 mois sans jouer après une opération. C'est un super joueur, bien sûr, c'est un super joueur. J'ai joué contre lui avec Laporte dans la Champions League contre Barcelone. Super joueur, mais ouais, nous on est aussi bien. On a des joueurs qui peuvent lui stopper, qui peuvent lui arrêter dans les matchs. Neymar n'est peut-être pas le meilleur joueur du monde, ou pas encore, le débat est ouvert, mais il est déjà le plus cher. Paris a déboursé plus de 200 millions pour lui. Des chiffres qui illustrent les qualités du bonhomme et les problèmes qui attendent les Suisses. En fait, c'est beau et différent. Ici, il faudra davantage se retenir qu'attaquer. Dans ce contexte, l'aspect mental est primordial, la façon d'aborder le match. Il faut aussi avoir du plaisir à jouer ce genre de rencontre. Brésil-Suisse, ce n'est pas tout à fait Neymar-Suisse, mais ça y ressemble quand même un peu. Petkovic et ses hommes se disent prêts à relever le défi. Neymar, on en parle beaucoup pour sa coupe de cheveux, mais est-ce qu'au Brésil, on en parle aussi parce qu'il pourrait être l'équivalent des légendes comme Pelé, Romario, Ronaldo? Si, tout à fait. On adore Neymar pour plusieurs raisons. Déjà, sa qualité de footballeur. Il est quelqu'un de très sûr de lui, il nous transmet beaucoup de confiance. Et récemment, il a passé par une opération très difficile. Oui. On a eu un peu peur. Il s'est très bien sorti, il s'est très bien préparé. Et maintenant, on a l'impression qu'il joue encore mieux. Donc, que de bonheur qu'on en parle de Neymar. Tant mieux. Tant mieux. On va se rendre, si vous voulez bien, à Rostov. C'est une ville qui se situe à 1000 km au sud de Moscou. On va retrouver un de nos envoyés spéciaux, c'est Pierre Pouillet. Je vois, Pierre, que vous êtes déjà au cœur de l'événement. Pierre, est-ce qu'il y a beaucoup de supporters helvétiques ? Bonjour Pierre-Alain, bonjour la Suisse. Alors est-ce qu'il y a beaucoup de supporters helvétiques? Oui, quand même. Et on est assez surpris de les voir déjà ici. Là, on est au cœur de la fan zone. On n'est pas au stade, on est dans la fan zone. Et on est surpris de voir tous ces supporters parce que je peux vous dire, Pierre-Alain, que la fête a été belle et longue. Et on n'imaginait pas qu'à l'heure qu'il est, il serait déjà debout. Cela dit, plaisanteries mises à part, ils ne seront pas majoritaires ce soir dans le stade. On attend environ entre 2 et 3 000 supporters suisses. Il y aura plus de supporters brésiliens. Mais si un match de football se gagnait dans les tribunes, ça se saurait. Et donc ce ne sont pas les supporters en tout cas qui arrêteront Neymar et qui pousseront Haris Seferovic à marquer le but de la victoire pour la Suisse. Pierre, vous avez vécu les dernières heures avec l'équipe nationale, avec les encouragements du président Berset. Est-on prêt pour l'exploit ?
Oui, mais c'est un exploit, hein. Ce sera un exploit majeur. Ce serait peut-être même le plus grand exploit de l'histoire du football suisse, qui a certes battu l'Espagne en ouverture de la Coupe du Monde en 2010, mais là, le Brésil, grand favori de cette Coupe du Monde, avec, vous l'avez dit, Neymar et les autres, ce sera un incommensurable exploit, un exploit à laquelle cette équipe ne nous a pas encore habitués. Mais allez savoir, c'est peut-être pour aujourd'hui, pour ce dimanche soir, ici même à Rostov. Je disais tout à l'heure à Bernard Chalande, jouer le Brésil, ce n'est pas jouer contre le Liechtenstein. Pourtant, j'ai beaucoup de respect pour le Liechtenstein, c'est jamais facile de les battre. Affronter le Brésil, c'est un match de prestige. Est-ce qu'il y a de l'excitation également chez les joueurs ? Oui, alors, il y a deux versions, très clairement. Il y a la version, c'est un match comme un autre, parce qu'on essaye forcément de dédramatiser. Peut-être que c'est la meilleure manière de les battre, c'est d'en faire un match comme les autres. Mais d'un autre côté, quand on prononce le mot Brésil à n'importe quel joueur de football, et le joueur suisse n'échappe pas à la règle, on voit une petite étoile, comme dans nos yeux à nous, hein, aussi avouons-le Pierre-Alain, dès qu'on prononce le mot Brésil et qu'on l'associe au mot football, les yeux s'allument. Donc forcément, ce n'est pas un match comme un autre. Merci Pierre, on ne vous a pas vu tout entier, si j'ose dire, mais je sais que vous avez des pantalons rouges aujourd'hui. Merci Pierre. Bernard, Brésil, vous avez aussi la petite lumière qui s'allume dans les yeux? Oui, bien sûr, ça reste la magie du football, mais avec tout ce qu'elle comporte, avec un 7-1 contre l'Allemagne et avec le but qu'on vient de voir de Neymar. Donc c'est vraiment ce qui nous plaît dans ce football brésilien. Donc là, bien sûr, l'EPFL a fait les pronostics, 12%, avec une machine, je pense, extraordinaire, 12%, mais ça reflète quand même la réalité. Mais 12% quand même, donc c'est ce qui nous permet de rêver, et c'est ça la magie du football, et la magie de Neymar peut-être, avec imprévisible. Une question, dans le football d'aujourd'hui, est-ce qu'un homme peut gagner à lui tout seul un match ? On ne gagne jamais un match tout seul. Par contre, un homme peut faire des différences à un bon moment et le reste de l'équipe peut faire qu'à la fin du match, on a gagné. Ouais. Et il est là. Il est là, cet homme, oui. On va parler d'un autre homme. Il est dans le camp helvétique. C'est Ricardo Rodrigues, l'homme qui marque les pénaltys. Vous l'avez bien connu. Oui, Ricardo était junior à Zurich quand j'étais entraîneur du FC Zurich. Il est revenu en première équipe après ce titre de champion du monde, contre Neymar notamment. Enfin, il ne jouait pas du même côté, mais contre Neymar et Coutinho, principalement, où la Suisse avait gagné au Nigeria. Extraordinaire personnage, ce Rodrigues. Une sérénité. Il a fait son premier match avec moi, il avait 18 ans, un petit peu plus. Il a pris la place de Magnin quand même. Et tout. Il avait joué comme un joueur qui avait déjà 80 matchs en Super League et en équipe nationale. Bernard, on va le découvrir. Merci pour vos propos très élogieux. On va le découvrir. C'est un garçon extrêmement humble, discret. On va le découvrir. Un reportage en provenance de Russie signé Mathias Klaas et Christophe Serre. Les micros, les caméras, les questions des journalistes, ce n'est pas franchement la tasse de thé de Ricardo Rodrigues. De l'extérieur, il apparaît réservé, discret, timide, mais il a trouvé sa place en sélection. Avec nous, il parle, il est rigolo, c'est quelqu'un de très affectif, quelqu'un qui transmet aussi beaucoup d'amour, aussi à nous, à l'équipe. C'est un joueur qui est attachant. Son moyen d'expression favori, c'est le terrain. Son pied gauche est d'une précision rare. Son talent lui permet de faire face à toutes les situations. Comme en barrage contre l'Irlande du Nord, un pénalty à l'aller, un sauvetage au retour. Si la Suisse est en Russie, c'est grâce à lui. J'essaie toujours de donner le meilleur. C'était moi le héros à ce moment-là, je sais tirer les pénaltys. Tout le monde attend que je marque. Je veux les transformer pour faire plaisir aux gens. Je crois que depuis des années, il montre qu'il est constant au plus haut niveau, un joueur d'une qualité technique rare, d'un calme absolument fou, un grand talent, il est capable de mettre des buts. J'en pince pour lui, c'est un joueur qui est absolument fantastique. Espagnol par son père, chilien par sa mère, il a choisi de jouer pour le pays où il est né. Avec succès puisqu'il fait partie de la génération dorée, victorieuse de la Coupe du Monde des moins de 17 ans. Il était déjà décisif à l'époque. C'est beau, je m'en rappelle avec plaisir. Mais ici, notre but, ce sont déjà les quarts de finale. Ce qui est important, c'est le premier match contre le Brésil. Essayer de donner le maximum et après on verra.
Contre le Brésil, Ricardo Rodrigues sera, comme d'habitude, une des valeurs sûres de la sélection de Petkovic. Et on peut compter sur lui, il saura s'exprimer, même face aux stars adverses. Véronice, on a tous beaucoup d'admiration, évidemment, pour le football brésilien, pour le Brésil. Ils ont quand même quelques faiblesses, si j'ose dire, c'est le mental. Il nous a toujours... Dans l'histoire du foot, on a l'impression que quelquefois, ils n'ont pas le mental. Vous partagez ce point de vue? Ah, mais c'est normal, nous restons quand même des êtres humains. Et comme je parlais avant, la dernière expérience de la Coupe du Monde, ça a vraiment cassé justement au niveau mental. Donc les joueurs, ils étaient un peu traumatisés. Mais j'insiste, avec cet entraîneur qui est bien préparé, il a vraiment donné confiance aux joueurs. Donc je pense, et avec Neymar aussi, qui est très fort là, je pense qu'on est bien préparé et on va réussir aussi. On s'est bien sorti dans le match éliminatoire. Oui. Le dernier victoire aux Jeux Olympiques, tout ça, ça nous a quand même donné la confiance. Vous nous prononcez le nom de l'entraîneur brésilien? Tite. Nous, on dit Tite. Voilà. Dites-moi Bernard, le mental, c'est indispensable pour réussir des exploits. La Suisse, elle est forte mentalement. Oui, elle est forte et c'est vrai que c'est peut-être la clé du match, s'il y a une clé, c'est de faire douter un petit peu les Brésiliens, de tenir le plus longtemps possible pour pas qu'ils puissent s'enflammer, qu'on soit un vrai contradicteur et qu'on puisse quand même... Plus on tiendra dans le match et plus peut-être la chance de faire l'exploit sera là. Parce que mentalement, si ça ne fonctionne pas tout de suite, peut-être qu'à un certain moment, la Suisse peut faire valoir ses qualités contre une équipe qui est plus forte, c'est vrai, au niveau du jeu. Mais voilà, le mental, toujours le mental. Oui. Le mental, la bonne organisation. Et les qualités suisses, suisses, cette vraie équipe, oui. Mais ça ne se fait pas. Faut quand même bien jouer. Non, bon, ça suffit pas. Allez, je crois qu'on a tout dit. Allez, un petit pronostic. Pierre-Olivier. Alors moi, j'ai envie de croire au 1 partout. Bernard? Moi, j'ai pas de pronostic. Je veux que la Suisse fasse un grand match. Voilà, c'est tout. Et Véronice? Moi, pareil. Moi, je ne voudrais pas que le Brésil massacre la Suisse. Il n'y a que moi qui prends des risques au fond sur ce plateau. Alors Pierre-Alain, votre pronostic par solidarité? Comme contre l'Espagne à la Coupe du Monde, malheureusement, ça n'avait pas suffi. Victoire des Suisses en fin de match, 1-0. On parle du programme. On parle du programme copieux avec un match qui va beaucoup nous intéresser. C'est le match à 14h, Costa Rica-Serbie. Vous serez le consultant sur le plateau des sports. C'est l'autre match du groupe E. C'est un match décisif déjà dans ce groupe à mon sens. Allemagne-Mexique, 17h. Brésil-Suisse, 20h. Dans ce groupe, vous voyez sortir qui, Bernard? Et ça sera ma dernière question. Dans quel de groupe? Dans le nôtre. Dans le nôtre? Ah ben, bien sûr, le Brésil et la Suisse. Ben voilà. C'est dit. Merci Pierre-Olivier, merci à vous surtout d'être venu animer cette page foot. Merci beaucoup à vous deux, merci Pierre-Alain. Et avant de refermer ce journal, terminons en musique et à l'unisson. Les rencontres internationales des chœurs d'hommes se tiennent ce week-end au Sentier à la Vallée de Joux. Elles réunissent une centaine de chanteurs venus de toute l'Europe et 2 femmes, 2 chefs de chœur. Rencontre Guy-Olivier Chapuis. Au petit pays, le chant patriotique des Vaudois, tout en haut du hit parade du chœur d'hommes du Brassus. La 4e rencontre internationale, c'est 5 formations européennes plus le chœur local, 100 chanteurs. Rien que des hommes? Pas tout à fait. 2 femmes sont à la baguette. La première est d'origine bulgare, elle dirige ici au Brassus. Je pense que maintenant, plus en plus, il y a beaucoup de femmes qui commencent à diriger, même l'orchestre. Je trouve que chez les chœurs d'hommes, il y a une fraternité qui règne, qu'on trouve rarement chez les femmes. L'autre chef d'orchestre est plus étonnante encore. Elle dirige le chœur de l'armée française. Alors, ma capitaine, une femme à la tête d'un chœur d'hommes, étonnant, non ? Cette question ne se poserait pas si un homme dirigeait des femmes. Donc voilà ma réponse. Non, plus sérieusement, le métier tend à s'ouvrir, les mentalités changent. Voilà, moi je me considère comme une chef de chœur travaillant avec des chanteurs et non pas comme une femme travaillant avec des hommes. Cette ouverture aux femmes est une bonne chose assurément. Mais les hommes, qu'en pensent-ils ? C'est un sacré changement pour nous, mais ça nous met en joie, ça nous fait plaisir. Il y a une impulsion, elle a une baguette énergique, vous avez dû la voir, moi je la trouve formidable. On l'apprécie beaucoup. À la Vallée de Joux, la chef d'orchestre est définitivement acceptée. Elle poursuit l'œuvre du chœur du Brassus, commencée il y a 169 ans.
Voilà pour cette note musicale. C'est la fin de ce journal. Dans un instant, la météo de Nathalie Sbaï. Et puis du tennis avec la finale du tournoi de Stuttgart. Roger Federer, qui est déjà assuré de redevenir numéro 1 mondial, affronte le Canadien Milos Raonic. Je vous retrouve ce soir pour le 19h30. Très bel après-midi. Suivez l'information en continu sur RTS Info.